Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Donc, comment on peut jouer là-dessus en tant que concepteur, pour les concepteurs et conceptrices qui nous écoutent? Bah écoute, je réfléchis à chaud, parce que c'est pas un domaine que je connais, au bon sens quoi, sur la base de ce que j'ai dit. Donc déjà, je pense que la première question à te poser, c'est d'imaginer l'utilisateur, se dire où est-ce que tu as envie que son attention soit à chaque moment. Tu arrives sur une phase de jeu, l'attention, tu veux, déjà est-ce que tu veux qu'elle soit complètement libre, son attention, tu veux qu'elle puisse se déplacer n'importe où, ou tu as envie de l'orienter sur certains éléments. Pourquoi tu voudrais l'orienter sur certains éléments? Bah, parce que en fait, les éléments sur lesquels va se porter son attention, c'est ceux qui vont le réagir le plus efficacement. C'est aussi donc ceux qui vont être traités de la façon la plus approfondie. Euh, alors imaginons que tu lises des pubs. Bon, ça c'est un peu cas extrême dans une interface utilisateur. Évidemment, à ce moment-là, tu as envie que l'attention elle se pose dessus. Bon, ça c'est un autre sujet. Euh, donc pourquoi est-ce que tu as envie que l'attention de ton utilisateur soit à tel endroit et pourquoi? Dans quel but quoi? Euh, Est-ce que c'est dans un but ludique? C'est-à-dire que la personne ressent du plaisir à jouer? Je pense que c'est assez logique d'avoir cette intention-là. Est-ce que c'est pour qu'elle ait une sensation de facilité, par exemple? C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'impression de galérer, que le jeu est trop difficile. Euh, Si je parle d'un jeu, hein, mais en fait, il n'y a pas que les jeux, quoi. Est-ce que tu as envie que la personne ne soit pas perdue aussi? Pense à Excel ou n'importe quoi. Tu peux avoir des programmes très sérieux, quoi, de boulot où tu as envie que l'attention se pose assez naturellement sur le truc qui va déclencher la bonne action de la part de la personne. Parce que il faut voir ça aussi. Ça, c'est tout le système des nudges et tout. C'est qu'une fois que l'attention se pose sur un objet, ça a tendance à déclencher les actions que tu as l'habitude de répéter le plus souvent quand tu vois cet objet. Par exemple, si je vois une tasse de café, qu'est-ce que je fais avec une tasse de café? Généralement, je la prends dans la main, tu vois, pour la boire. Et en fait, tu vas avoir des gens qui prennent un verre ou une tasse, puis ils l'ont dans la main, enfin, même si elle est vide, en fait, ils la manipulent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps avec une tasse, quoi. Donc, tu peux comme ça, en fait, créer des enchaînements perception-action. C'est-à-dire que ton utilisateur, il perçoit un truc, ça l'amène à agir d'une certaine façon, qui va à nouveau changer ce qu'il perçoit, et ainsi de suite. Donc, tu crées en fait des tunnels, comme ça, d'action. Et ces tunnels d'action peut-être peuvent être vertueux, dans la mesure où ça donne à la personne l'impression d'avancer. Et ce qui peut créer l'impression de flow, c'est l'impression qu'en fait, tu avances tranquillement, sans résistance. Je me souviens d'une interview de Mark Zuckerberg qui disait en fait que lui, quand il concevait ses interfaces, ce qu'il voulait éliminer, c'était toute impression de friction. L'impression que ça avance pas, que tu veux aller dans une direction, mais que ça freine, que tu te perds, etc. Donc le fait de guider l'utilisateur, donc ça peut être une raison pour guider l'attention, pour avoir des choses particulièrement tu vois, je pense particulièrement, tu as des programmes, quand tu les prends en main la première fois, tout va se griser, sauf certains éléments sur lesquels il faut aller cliquer. Ben, ça, c'est une façon d'attirer l'attention sur certains éléments, d'aller naturellement, tu vas les toucher ou les cliquer pour qu'il se passe quelque chose, etc. Ça, je pense qu'il y a 10-15 ans, ça n'existait pas trop. Maintenant, c'est quand même de plus en plus comme ça. C'est-à-dire que euh, tu peux aussi vouloir simplifier l'environnement. C'est-à-dire pas créer de situation d'hésitation. Situation d'hésitation, c'est à plein de choses sur lesquelles l'attention pourrait se porter. Et là, la personne va se retrouver bloquée parce qu'elle ne sait pas faire son choix.
elle peut pas faire attention à tout ce qu'il y a à l'écran en même temps. Donc ça doit être A ou B ou C. Et si tu as trop de choses, tu crées, sans le vouloir, cette impression d'hésitation, que la personne est perdue et tout. Donc je sais plus si on est exactement sur ta question, parce qu'en fait j'ai peut-être basculé sur Si, ouais, pourquoi guider l'attention en fait. c'était comment on peut jouer là-dessus en tant que concepteur, mais du Ouais, coup faire des interfaces plus allégées, ouais, pour le choix. simplifier, exactement. Ouais. Ouais, oui, Ouais, pour le choix. c'est intéressant, enfin, c'est drôle parce que c'est les deux choses que tu as dit là, Ouais, le guidage et la simplification, c'est vraiment deux des grands principes en UX, euh, des trucs de base, tu vois, ouais, pour concevoir des expériences utilisateurs dans le logiciel. Euh, sur la partie guidage, tu parlais des zones qui se grisent. ouais, Ça fait être très tutoriel. Enfin, il y a peut-être des cas où c'est pas un tutoriel, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est les parties tuto où effectivement tout se grise sauf un bouton, et puis quand tu cliques dessus, ça te dit ouais, ce que c'est. Et moi, j'ai un peu dans l'idée que, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est jamais utile les tutos, mais j'essaye au maximum de ne pas en avoir besoin, ouais, de faire en sorte que l'interface, elle soit claire d'elle-même, et que du coup, il n'y ait pas besoin de cette étape c'est ça. d'apprentissage explicite, et que Ouais, l'apprentissage soit implicite, parce que justement, c'est suffisamment allégé, l'écran, il répond aux besoins pour lesquels on est venu. ouais, Si on est à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est parce qu'on a besoin de telle chose, et du coup, bah, je sais pas, t'as un gros bouton qui te montre bah, comment faire telle chose, quoi. ouais. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu as l'idée, enfin, tu as une double idée. Tu as l'idée que à chaque instant, l'attention, elle se porte spontanément sur un objet plutôt que les autres. Et qu'une fois que l'attention est dessus, ça induise spontanément une action qui est la plus naturelle. Donc ça, c'est vraiment une interface naturelle. Alors tu peux t'y prendre, parce que là, on peut le faire soit de façon complètement indépendante de ce que veut faire la personne. Par exemple, si tu fais apparaître un petit personnage, en fait, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Quand tu as un personnage qui apparaît, ça attire naturellement l'attention. C'est ce qui est le plus important. Si cette personne se met à parler, naturellement, l'interaction, c'est ce qu'il dit, ça va attirer ton attention. Quoi que tu cherches à faire. Par contre, tu peux aussi avoir un guidage de l'attention qui est en fonction de ce que cherche à faire la personne à ce moment-là. Parce que là, du coup, cette personne, elle a une intention précise, et cette intention, par le système d'attention volontaire, va faire que certains éléments vont prendre une valeur particulière, vont être plus importants, parce il sent que ça va l'aider à faire ce qu'il veut. Ouais. Et dans ce cas-là, tu as, comment dire, une valorisation, une mise en avant de certains éléments qui se servent de cette intention qu'a la personne. Donc, c'est-à-dire que soit tu pars du principe que la personne, tu ne sais pas quelle est son intention, et dans ce cas-là, tu vas devoir avoir recours à des éléments vraiment ancrés en dur, quoi. Genre le personnage qui apparaît, etc. Des trucs vraiment, n'importe quel cerveau va faire attention à ça parce que c'est obligé, quoi. Ouais. Ou alors, tu essaies de deviner ce que la personne cherche à faire à ce moment-là, son intention, et du coup, ça, tu peux t'en servir parce que ça va t'aider à rehausser la visibilité, quoi, de certains Mm. éléments. Et ce que tu dis par rapport au personnage, du coup, si on suppose qu'on ne sait pas vraiment ce que l'utilisateur il fait là, Ouais, j'imagine par exemple, je ne sais pas, le site de l'université de Lyon, on ne sait pas qui, qui vient, pourquoi. On met un petit personnage, et du coup, il dit quoi le petit personnage? Il dit qu'est-ce que. Si tu veux faire ça, voilà, si tu veux faire ça, voilà. ouais, ou tout Ouais, c'est simplement, bah, ça. qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu cherches, quoi? Ça me fait penser au petit trombone à l'époque. Ouais, exactement. Ouais. C'était Excel, je crois. Ouais. Et je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il disait, à quoi ça servait. Je crois que c'était un truc d'aide, ouais, qui te donnait un peu des tips. Parce qu'il faut imaginer, je sais pas, tu débarques sur la page de l'université de Lyon, effectivement. La quantité d'informations qu'il y a. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit tu débarques et en fait, tu sais pas trop pourquoi tu es là, à la limite. Enfin, tu cherches vaguement une information, mais c'est vague. Donc, ton attention, qu'est-ce qu'elle va voir? Tu vas avoir des trucs qui sont écrits en plus gros, des trucs qui sont peut-être écrits en couleur. Donc, ça va attirer ton attention. Mais une fois que tu es là, tu fais quoi? En fait, tu sais, alors tu vas cliquer bêtement, mais t'as aucune intention, quoi. Parcourir le menu, peut-être, pour essayer de trouver un mot-clé qui aurait un lien avec ton but. Ouais, éventuellement, ouais, c'est ça. En fait, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut imaginer à quel point le cerveau va être débordé par toutes ces informations. Une fois, je me suis amusé, j'ai regardé, j'ai pris un café dans un café à Paris, quoi, dans une brasserie, puis en fait, j'ai regardé le ticket de caisse, une fille. Et je me suis amusé à regarder la quantité d'informations qu'il y avait. C'est incroyable, quoi.
Tu as une information qui code le serveur, le machin, l'heure, le tout, enfin, t'as 250 chiffres dessus. Et en fait, le seul truc important, c'est le montant. Alors, c'est plus, je crois que c'était 2,50 € le café. Mais en fait, tu as une seule information qui est importante, c'est celle que tu cherches. Pour toi, ouais. Mais sinon, tu es complètement dépassé par la quantité d'informations qu'il y a. Et donc, effectivement, alors là où c'est pas si facile, c'est que tu as 15 utilisateurs qui arrivent sur le site de l'Université de Lyon avec 15 intentions différentes. Et donc, faut d'abord avoir une idée de ce que cherche la personne. Et là, tu peux la guider. Mais c'est vraiment cette idée de la laisser en plan le moins possible à végéter. C'est naturellement, c'est vraiment une sorte d'aspiration, quoi. Perception, action, perception, action. Et ça me fait penser au site où la première chose qu'on te demande, c'est un peu qui tu es, par exemple, sur les sites de recherche d'emploi, puisque je suis vachement là-dedans en ce moment. Est-ce que vous êtes recruteur ou est-ce que vous êtes en recherche d'emploi, quoi. Déjà, pouf, ça t'emmène de deux Ouais. univers différents et ça permet de pas tout mettre au même endroit. Et une fois que tu as cliqué là, d'avoir moins d'infos, Bah, quoi. c'est ça. Ou alors, moi, j'ai vu des interfaces avec quel est votre niveau de maîtrise. Est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé? Et déjà, ça t'envoie pas du tout vers la même. T'as des trucs beaucoup plus simplifiés en débutant. Ouais, ça va te prendre la main et Ouais, c'est ça. Ouais. étape par étape. Ok. Et bah, je pense qu'il va se passer plein de choses avec l'IA. Parce que peut-être que le premier contact avec un site, ce sera d'abord sous une approche de type dialogue avec une personne enfin une IA qui te pose les bonnes questions pour t'orienter. Plutôt qu'un arbre décisionnel un peu bête, s'il dit ça, alors je l'envoie vers ça, etc. Un truc quand même un peu plus fin. Ouais. Avec tous les agacements que ça peut produire, j'imagine, après. Quand c'est pas exactement bien fait. Ouais. Donc, guider l'attention, soit parce que tu veux amener la personne à faire les bonnes actions qui lui permettent d'avancer, soit parce que aussi tu veux stimuler son circuit de la récompense, c'est-à-dire que tu veux qu'elle ait du plaisir à, voilà, à être en contact avec cette interface. Ce qui n'est pas complètement contradictoire d'ailleurs, parce que l'impression de facilité, elle déclenche du plaisir. L'impression d'avancer, ça stimule le circuit de la récompense. Mais tu peux avoir juste des petits trucs rigolos, des petits personnages qui apparaissent, qui sont sympas, ça sert à rien, mais ça stimule le circuit de la récompense et ça fait qu'en fait, t'aimes bien cette interface. T'as envie d'y retourner, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses à d'autres choses, toujours dans cette thématique Pour guider l'attention, ouais, enfin, jouer sur, pour stimuler l'attention d'un utilisateur, faire en sorte qu'il... vraiment simplifier, hein, je sais pas. Et puis vraiment tenir compte de ce que cherche à faire la personne. L'exemple qui m'était venu en tête tout à l'heure, t'arrives devant un plan d'eau, je sais pas, c'est un jeu. Bon, bah, naturellement, ton intention, tu peux deviner que l'intention, c'est de traverser, c'est de passer de l'autre côté. Du coup, si tu mets une sorte de bateau, hein, une barque, bah, cette barque, elle va prendre un statut particulier parce que elle attire l'attention par rapport à cette intention. Elle est importante par rapport à cette intention d'avancer. Donc, une bonne interface utilisateur, elle devrait presque être capable, en fait, de, de mettre l'utilisateur dans une condition telle que tu sais quelle va être son intention à chaque instant. Ouais, Tu sais ce qu'il cherche à faire. Ça, ce serait pas mal. ok. Ce qui évidemment dépend de la complexité du programme et tout. Mais en tout cas, ce que tu dis sur le fait de connaître les intentions, ça rejoint aussi toute la dimension. Dans mon métier, il y a tout un pan de l'UX, c'est ce qu'on appelle l'UX Research. C'est le fait Ouais. d'aller au contact des utilisateurs pour comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs contextes d'utilisation, les enjeux dans la tâche qu'ils vont effectuer, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont envie de faire quand ils viennent à cet endroit-là, sur cette application, ce site, ce logiciel, peu importe. Et de vraiment comprendre tout ça pour justement adapter derrière la conception des interfaces. C'est une phase qui est hyper importante, qui permet vraiment de s'ajuster. Après, des fois, enfin souvent même, comme tu disais, hein, voilà, sur le site de l'Université de Lyon, il y a peut-être 15 profils différents, avec 15 besoins différents, Ouais. mais c'est important de les connaître en tout cas, ces 15 profils et ces 15 besoins, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et il y a une technique qui est intéressante qui s'appelle l'entretien d'explicitation, où en fait tu te poses avec la personne, c'est un système d'interview, mais qui est semi-guidé. C'est-à-dire que tu t'intéresses à vraiment ce que ressent la personne, son expérience subjective, sur un instant hyper précis. Par exemple, tu pourrais passer 1 heure avec une personne à juste creuser ce qui s'est passé au moment où elle a ouvert la page du site et qu'elle s'est trouvée face au site. Ouais, Tu peux passer 1 heure en te disant,
bah, quelles étaient tes attentes, etc. Et tu creuses, tu creuses. Et en fait, c'est un système, c'est comme si tu plaçais des projecteurs pour éclairer son expérience subjective, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y avait dans la tête de cette personne à ce moment-là, sous plein d'angles. Qu'est-ce qui dominait son expérience visuelle, auditive, en termes émotionnels, etc., etc. Tu as tout ça au niveau de ses intentions, justement. Et tu peux sortir des trucs. La, la, la subtilité, c'est que tu ne dois pas induire à la réponse. Ouais. Tu dois jamais guider. Enfin, tu dois guider, mais juste placer ton projecteur différemment. Ça. Est-ce que tu avais des images mentales à ce moment-là? Est-ce que tu avais quelque chose qui te... Non, d'accord, ok, très bien. Bon, est-ce que tu te parlais dans ta tête? Est-ce que quand ton regard s'est posé sur certains mots, est-ce que tu te les disais? Enfin, ça peut aller dans toutes les directions, ça peut être hyper fin. Et là, tu découvres des trucs incroyables. Bah, et assez surprenant parce que tu peux... C'est là où tu vas sortir que la personne, déjà, au moment où elle se connecte, déjà, en fait, Université Lyon 1, c'est université, et que ça évoque des mauvais souvenirs de, d'amphi surchargé avec des mauvaises notes et tout. Et tu dis, attends, mais la personne qui juste se connecte pour avoir une information sur, je sais pas quoi, sur le portail Lyon 1, en fait, elle arrive avec déjà tout ce bagage. Tu vois que université, déjà en soi, c'est connoté et comment ça peut conditionner son humeur et ce qu'elle cherche, que du coup, après, la première difficulté, ça va être, ah, c'est l'administration, c'est compliqué, il c'est pas bien fait. Enfin, tu sors plein de trucs. Ouais, super intéressant. Mais du coup, en lien avec ton métier à toi ou Ouais. pas? Enfin, d'où tu sors cette expérience de l'entretien Bah, d'explicitation? je l'ai utilisé quand j'ai été voir des experts, des sportifs de haut niveau, Ok. pour, euh, pour savoir exactement comment ils se concentraient dans certains moments hyper précis de leur performance sportive. Donc c'est là où on s'est retrouvé à parler une demi-heure, voire une heure, sur l'arrêt d'un penalty. Juste ce qui s'est passé dans les secondes. Tu vois, là, ça peut être super, super bien. J'ai fait, il y a le tennisman Guy Forget, qui avait gagné la Coupe Davis en 91 avec la France, première victoire de la France depuis je sais pas combien d'années. Il a passé 20 minutes, on a passé 20 minutes sur un point de 6 secondes qui était la balle de match. Il y a eu 6 secondes, un point qui a duré 6 secondes, il gagne contre le numéro 1 mondial, et on en a tiré 20 minutes de description de plein de choses. Donc c'est pour te dire la richesse de ce que tu peux sortir en termes attentionnels et tout. Donc on s'appuie uniquement sur la mémoire Ouais, du moment, quoi. c'était en 91 et l'entretien, je l'ai fait il y a 2 ans. C'est vrai? Ouais, Ah ouais. 2023. Ok. Donc tu vois, il y avait 23 plus 9, 32 ans qui s'étaient écoulés et il m'a fait 20 minutes de description, mais vraiment sans aucun doute, quoi. Tout lui revenait parfaitement Ouais. dans les moindres détails. Bah là, on est en plein dans le thème du podcast. Tu sais, c'est les expériences utilisateurs mémorables. Ouais, bah Enfin, c'est ça. utilisateur, je sais pas, mais en tout cas, une expérience mémorable, sans aucun doute. Ah, c'est drôle. Ouais. Euh, Toujours en lien avec la conception, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte ou à adapter pour être le plus inclusif possible? Alors, je pense en particulier aux personnes qui souffrent de TDAH, de troubles de Ouais. l'attention, mais il y a peut-être d'autres profils aussi qui ont un système attentionnel un peu différent de la plupart des gens, je sais pas. Ouais, après, donc prenons un TDAH. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils vont Leur mode attentionnel va se caractériser par quoi essentiellement? Par une difficulté à maintenir une intention dans le temps. Tu vois, stabiliser, c'est ça que je veux faire et j'en dévie pas. Et un système de récompense et un système préattentif un peu surexcité. C'est-à-dire que le moindre truc, écureuil quoi. T'as un écureuil qui passe, ah, un écureuil. C'est rigolo et en plus c'est roux et ça bouge, donc ça stimule les deux. Donc en fait, quelqu'un qui a ce type de trouble va se sentir à l'aise dans une interface qui en permanence lui apporte de la nouveauté et de la récompense. Il faut que ça bouge tout le temps, quoi. Et dès l'instant où il se passe rien, où c'est juste, il faut maintenir une intention dans le temps, ça va être vécu comme un effort cognitif, sans beaucoup de récompense. Donc ça va être dévalorisé, ça va être désagréable. Alors est-ce qu'il faut aller dans le sens d'encourager ça? Pas forcément, mais imaginons que bon bah on a l'utilisateur qui est comme ça, il est dans cet état-là, il faut faire avec.
Bah là, effectivement, il faut que la rythmicité va être importante. Il faut que ça bouge beaucoup, qu'il se passe plein de trucs, qu'il ait tout le temps l'impression d'être en réussite, parce qu'il faut pas qu'il y ait de frustration non plus. Tout ce qui est échec, ça va être surcoté par son circuit de la récompense slash punition, qui va dire c'est nul, et puis il va se désengager, il va se lasser, il va passer à autre chose. Faut pas de temps mort, parce que s'il y a vraiment trop de temps mort, en fait, soit il va se mettre à faire autre chose à côté, soit il va se mettre à penser à plein de trucs, parce que c'est plus rigolo de penser à plein de trucs que d'être face à une interface où il se passe rien. À l'inverse, tu vois, tu as des profils. Moi, j'avais entendu dire, on en avait parlé de certains enfants avec un trouble du spectre autistique qui ont une difficulté en fait à traiter l'information de façon globale. Donc, il va y avoir un traitement de l'information et attentionnel du coup qui est assez séquentiel. C'est ça, puis ça, puis ça, et souvent approfondi. Donc, ça veut dire que eux, quand tu les places devant une interface très riche avec plein de choses, euh, ils, ils vont être complètement débordés, saturés d'informations. Donc il faut que ça aille beaucoup plus lentement. Ça, c'est un petit peu deux trucs un peu contradictoires. Dans un cas, il faut que ça aille très vite, parce qu'il y aura un traitement très global et très superficiel de l'info. Et dans l'autre cas, un traitement très approfondi et très séquentiel. Du coup, ouais, il faut que ce soit vraiment paisible, quoi, Ouais. tranquille, etc. J'ai l'impression que le conseil de simplifier, il marche bien dans les deux cas, puisque, enfin, même pour le trouble de l'attention, finalement, comme tu dis, c'est très global, très superficiel. Si tu mets plein de détails, bon, de toute façon, il risque de pas être traité, quoi. Ouais, Donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de choses dans l'interface, ouais, et par contre que ça s'enchaîne rapidement, quoi. ouais. Oui, parce que si tu mets le TDAH, tu lui mets à un moment, tu as quelqu'un qui part, qui est sur une barque et qui s'éloigne au loin tranquillement en lui faisant au revoir Ouais, pendant 10 secondes. faut pas le saouler. Ouais, voilà. Ah, c'est Là, je clair. pense plus à des logiciels de travail. Tu vois, moi, je bosse Oui, beaucoup sur des logiciels métiers ouais, pour des personnes dans l'entreprise. Qui ouais, des trucs de gestion, des choses assez rébarbatives hein, en fait. ouais, Donc nous, on joue beaucoup sur le fait que ce soit le plus fluide possible, le plus facile, le plus efficace aussi pour faire ouais, une tâche donnée, qu'elle soit faite de manière la plus efficiente. ouais. Euh, Ouais, ton TDAH, typiquement, bah, comme il y a une sensibilité à la frustration, faut que ça marche, quoi. Faut que tout de suite, tu vois tout de suite quoi faire et tout de suite ça marche, ça donne un résultat. Parce que le résultat, le fait d'avancer, ça stimule le circuit de la récompense, etc. Donc, va falloir être, faut pas que ça, là, pour le coup, la friction, ça va vraiment l'énerver. Les gens stressés aussi, d'ailleurs. ouais, donc au final, c'est les mêmes conseils finalement. Ouais, finalement, ouais. Si on résume, c'est faire investir dans l'UX et l'ergonomie et faire des interfaces simples et intuitives, quoi. Ouais, mais après, tu as des gens, tu vois, qui vont pas du tout avoir un TDAH, qui vont dire, OK, c'est compliqué, mais qui vont pas prendre ça comme un défi, qui vont dire, je vais passer le temps qu'il faut, mais je vais maîtriser le truc. Et je vais lire la doc, par exemple. T'en as qui vont lire l'intégralité de la doc avant de se lancer dans le logiciel. T'en as qui font ça. Donc ceux-là, t'as pas du tout besoin de faire. T'as beaucoup moins besoin de faire une interface qui est évidente, où t'avances, t'avances, t'avances. À la limite, ça va les agacer parce qu'ils vont avoir l'impression que tu les prends pour un bébé. Ils savent se prendre en main. Euh, Alors le problème aussi si tu as un TDAH, c'est que le TDAH, tu vas essayer de l'emmener dans une certaine direction, en tiens, bah là tu cliques là. Mais lui, il va avoir un autre bouton sur lequel lui, il a envie d'appuyer par curiosité, tu vois. Ouais. Donc en fait, il va pas forcément suivre ton fil. Ah ouais, mais ouais, d'accord, ok, mais qu'est-ce qui se passe si... Et puis tu as un autre profil encore, c'est type HPI, qui est parfois lié au TDAH. Alors au potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui aime bien tout de suite se faire un modèle de comment fonctionnent les choses. Euh, c'est monsieur ou madame, j'ai compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Tu vois. Ça, je pense que tu dois en rencontrer. T'expliques trois trucs. Ouais, c'est bon, en fait, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va tout de suite plaquer un modèle. Il va dire, ah ouais, en gros, il va reconnaître que ton logiciel, c'est un peu comme du Excel, ou c'est un peu comme du Word, ou c'est un peu. Donc, du coup, il va plaquer son modèle de l'autre logiciel qu'il connaît en disant, ça doit fonctionner de la même façon. Et ça peut être un problème parce que, du coup, après, tout ce qui colle pas, ça va le perdre. Ça va l'agacer. Parce qu'il va pas faire l'effort, en fait, de remettre en cause son modèle. Il aime pas tellement prendre de la nouvelle information, il aime bien deviner. Et il devine sur la base de ce qu'il connaît déjà.
Et tu vois, donc ce profil-là, il peut poser problème aussi. Ça me fait penser à un autre principe important en ergonomie, Ouais. c'est le respect des normes et des schémas mentaux. Bah ouais, Donc effectivement, si ton truc il ressemble un peu à Excel par exemple, bah, tu as intérêt de respecter, d'aller au maximum dans la même logique, quoi. bah c'est ça. Bah c'est tout l'intérêt, tu as des suites logicielles. Là, par exemple, dans les mois derniers, j'ai appris Adobe Illustrator. Ouais. OK. Et après, il y a 3 jours, je me suis mis à Adobe InDesign. Et ben, bon, t'as un peu la flemme de tout réapprendre, mais rapidement, tu retrouves la même barre à gauche. En fait, pour changer la police des caractères, c'est le même principe. Donc Raccourci clavier. ouais, c'est quand même super agréable. Ouais, ouais. Typiquement, les raccourcis clavier, c'est un truc où c'est insupportable quand tu changes de Bien logiciel et que sûr. c'est plus le même. Par exemple, dans le montage vidéo, moi j'avais l'habitude d'utiliser Premiere justement sur Adobe. Et puis là, bah, j'ai plus les licences, vu que je suis au chômage, j'ai plus les Ouais, licences de mon entreprise. Donc pour faire du montage, j'utilise le truc de Microsoft, c'est Cubeshump, je sais pas quoi. ouais, Bah, c'est pas le même raccourci, quoi. C'est bien un truc sûr. bête, mais tu vois, ils se seraient mis tous d'accord sur le même raccourci. C'est une lettre sur le clavier, mais prenez la même, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut que tu puisses customiser Ouais, tes raccourcis clavier. Mais c'est comme passer d'un clavier QWERTY à un clavier AZERTY. ouais, Parce que tu as automatisé, en fait. bah, c'est sûr. Et du coup, tu dois réapprendre d'autres automatismes qui vont à l'encontre des autres. Donc ça crée de la friction. C'est pas bon. Ok. Euh, Quand on a préparé cette interview, tu as évoqué le fait que certains designs étaient pas faits pour capter fortement l'attention. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pas fait pour. Ah oui, alors je pense que je parlais. Alors c'est pas forcément qu'ils captaient pas l'attention, mais peut-être qu'il y avait trop de choses en même temps. Tu m'as donné l'exemple de Netflix Ah oui, qui ouais. était pas pensé pour capter à 100% l'attention. Ouais, alors ça c'est le cas particulier, effectivement, j'ai entendu. C'était des gens qui sont passés d'une boîte de réalisation de petits films pour des magazines, genre Le Point et compagnie. Et la personne me disait que Netflix, les séries Netflix étaient conçues, donc il faut vérifier l'information et la source, hein, Ok. pour une utilisation en tiers écran. J'ai appris l'expression. Ça veut dire que la série est faite pour être regardée pendant que les gens font autre chose sur un autre écran. Euh, c'est, c'est intéressant comme, enfin, moi je trouve pas ça terrible, mais ça veut dire que le contenu doit être suffisamment peu dense pour que tu puisses faire autre chose en même temps, d'aller faire tes mails, d'aller faire, c'est quand même dingue, hein. Et alors qu'on pourrait penser que justement on est dans une économie de l'attention où il faut tout le temps, tout est fait pour capter ton attention de façon la plus durable possible. Ouais. Mais effectivement, tu prends un truc comme Netflix, ça fonctionne pas comme ça parce que comme il n'y a pas de publicité pendant ta série, en fait, t'as pas forcément intérêt à ce que l'attention des spectateurs, enfin du spectateur, soit continue. Tu t'en fiches. Ce que tu veux, si la personne est en même temps en train de regarder des vidéos de chatons ou n'importe quoi ou de faire ses réseaux sociaux, bah, son circuit de récompense est stimulé par tout ça. Et donc, globalement, son expérience pendant le visionnage de la série sera vécue comme agréable et stimulante et excitante. Du coup, quand tu réalises une série Netflix, tu as intérêt à ce que la personne soit capable de faire autre chose en même temps, parce que c'est ça qui va stimuler maximalement son circuit de récompense, qui va faire qu'après, elle va dire, ouais, c'est sympa de se regarder une série. Et tu vois, c'est une sorte de double économie de l'attention, enfin, c'est une sorte de pirouette, mais qui est complètement catastrophique, parce qu'en plus, tu crées un système pour que les gens soient déconcentrés au maximum. Ouais, c'est assez bizarre. C'est même plus de faire en sorte que leur attention soit complètement scotchée sur ce que tu as à leur proposer, mais c'est qu'en plus, tu as vraiment intérêt à ce qu'elle soit vaporisée. Au secours. Ouais. Mais du coup, dans ce genre, alors, à supposer que ce soit vrai, du coup, comme tu le dis, il faudrait vérifier l'info, mais à Ouais, supposer que ce soit vrai, je réfléchis au business model, tu vois, de Netflix, pareil, dans cet exemple-là. Le but, c'est que tu payes ton abonnement, donc que ouais, tu aies suffisamment envie de revenir, ouais. mais pas forcément, effectivement, que tu sois attentif 100% du temps. Je pense qu'ils s'en fichent totalement. Et ouais, il faut que tu sois content à la fin, quoi. Il faut que tu aies un souvenir d'une expérience positive, quoi. On est encore Exactement. dans l'expérience. Alors que YouTube, où tu as des pubs qui vont interrompre, là, tu as quand même intérêt à ce que la personne soit attentive à ce moment-là.
partie Ouais. sa clope à ce moment-là, enfin, en train de faire un sudoku en même temps, bon, Bah, je elle vais lire verra une pas la pub pub, et hein. puis bon, Elle verra pas je la pub. continue mon sudoku. Ouais. Ouais, Donc, tu vois, selon ce que tu as à proposer et selon. Le but étant toujours que, effectivement, que tu stimules maximalement le circuit de la récompense dans toutes ces interfaces-là pour que la personne revienne, mm, pour créer une forme d'addiction. ouais. Moi, je pense en particulier, alors, du coup, j'arrive pas bien à voir comment ça s'inscrit dans tout ça, mais sur les séries, souvent, pas toutes, encore plus sur celles qui sont lentes, je trouve, Ouais. il se passe un truc juste à la fin Oui, pour bien te sûr. donner envie d'enchaîner avec le suivant. On appelle le cliffhanger, quoi. Voilà, T'es accroché, le gars est accroché. c'est un peu chiant pendant l'épisode, mais à la fin, t'as un truc et t'as envie de savoir la suite, quoi. Ouais, ben, tu vois, là, par exemple, il se trouve que j'ai regardé un truc qui s'appelle Walking Dead, Ouais, la série avec les zombies. Et avec le regard de neuroscientifique, tu vois, tu peux pas t'empêcher de remarquer que il y a une saison où il y a un gars qui est vraiment ignoble. ouais, le mec avec sa batte, là. Ouais. Ah, j'ai arrêté après cette saison-là, ça m'a traumatisé. En fait, il est ignoble. Il est ignoble. Et vraiment, il y a tout un effort dans le scénario pour que le spectateur déteste ce gars et ait qu'une envie, c'est qu'il se fasse latter la gueule. Mais en même temps, il se fait pas latter tout de suite. Ça vient. Donc tu restes accro parce que t'attends ce moment. Ça augmente, et tu peux plus te découpler de la série parce que t'as trop envie de voir le moment là où il va se faire avoir. Et ça, c'est un moyen vraiment de capter l'attention. Tu crées un besoin qui est hyper malsain parce que Ouais. en fait, ce que ça fait, c'est que tu vas exciter chez celui qui regarde des sentiments de vengeance, enfin, qui sont hyper bas. Mais tu joues là-dessus pour garder son attention. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que, bah, là, encore une fois, pas du tout généralisable, mais dans mon cas à moi, il y a eu un épisode en particulier où j'étais tellement mal C'est ignoble, psychologiquement. c'est Le ignoble. truc avec le gamin là, Ouais, à un moment, le père doit choisir en gros entre couper la main de son fils ouais. ou tuer un de ses amis, quoi. Et c'est le moment de tension là où alors, ça dure longtemps. En plus, cet épisode il est long et c'est horrible. Ça m'a mis tellement mal que j'ai arrêté la série, quoi. Ouais. Je dis, je veux plus, ça me procure pas de plaisir, tu vois, on n'était plus dans la récompense là. Ouais, donc tu as eu cette distance métacognitive. Ouais, De dire, mais en fait, stop. dans quel état je suis vraiment? Voilà, je me fais pas du bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut se poser cette question avec cette série, de se dire, mais tu vois, est-ce que tu te reposes d'une journée de travail, hein? Enfin, pourquoi est-ce que tu vas te reposer une journée de travail en allant voir des corps en décomposition, et des gens et des scènes d'hyperviolence? En quoi ça te détend de ta journée et que ça te fait. Enfin, tu vois, c'est très curieux quand même. C'est vrai, ouais. Et ça a fait un carton, cette série. Ouais. Bref. Mais du coup, pour en revenir à notre histoire de l'attention qui, dans ce cas-là, n'est enfin, pas forcément dans Walking Dead, mais dans les séries, n'est pas toujours Constante? constante, l'idée, c'est plutôt euh, de la maintenir sur du long terme. C'est Ouais, ça? c'est ça. Et tu vois, c'est l'inverse d'une œuvre artistique. Parce qu'un réalisateur qui fait un film, tout est pensé. C'est-à-dire que tout ce qui produit comme image est pensé dans l'idée d'un spectateur qui regarde tout. Quand tu fais un tableau, tu vas pas te dire qu'il y a une partie que tu ne montres pas parce que Ouais. les gens, ils vont pas regarder là. Tout est important dans le tableau. Une œuvre artistique, tout est important. Donc c'est un peu nier ce qu'est une œuvre artistique aussi. Tu mets des trucs poubelles qui servent à rien, qui n'ont pas de valeur, parce que tu veux pas que les gens regardent ça. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, on cherchait un peu qu'est-ce qui peut aider à capter l'attention. Et donc, qu'est-ce qui peut aider à la maintenir? Au final, ça va être la même chose. C'est tout ce qui est système de la récompense. Il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer pour maintenir dans le temps l'attention. Bah, c'est toujours l'idée de créer une importance. C'est-à-dire que ce sur quoi tu dois apporter l'attention, orienter l'attention, il faut que ça paraisse important. Ouais. Donc ça peut être important en fonction d'émotions. Tu vois, exemple, le coup du gars avec la batte, là, c'est important parce que tu as formulé progressivement l'intention que ce type se fasse tuer. C'est ton intention en tant que spectateur, c'est ce que tu attends, tu as une attente par rapport à ça. Donc tout ce qui, dans le scénario, te donne l'impression que ça va aller dans ce sens-là, ça va attirer ton attention et tu vas scotcher. Donc les émotions sont. Dès que tu crées de l'émotion, c'est super important. C'est bien pour créer de l'importance. Euh, Pareil pour le risque, quand l'attention, elle va aussi se porter sur les choses qu'il est risqué d'ignorer. Donc si à un moment, quelque chose, par rapport encore à une intention ou à
comment dire, une intention même de base, hein, de rester en sécurité physique. Enfin, je dis n'importe quoi. Tu vois, il faut arriver à faire passer l'idée à ton utilisateur que c'est risqué, qu'il court un risque à ignorer cette information-là. Et puis là encore, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, bah, enfin tout ça c'est connexe, hein. Qu'est-ce qu'il cherche à faire à ce moment-là? Ouais, ça va être finalement maintenir l'attention dans le temps, c'est aussi un peu capter l'attention successivement, quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et puis cet enchaînement, en fait, un cerveau, il déteste faire attention à quelque chose dont il voit pas l'utilité. Et en fait, la meilleure façon de lui donner une impression d'utilité, c'est qu'il sache quoi faire de l'information que tu lui donnes. C'est-à-dire qu'il est déjà en tête que s'il se passe ça, alors je dois faire ça. L'enchaînement perception-action encore. Donc, tout ce que tu peux créer fait que ton stimulus sur lequel tu vas attirer l'attention, ben, le cerveau est actif en face, il sait quoi en faire. Du coup, le cerveau, ça va être beaucoup moins ignoré. Parce que sinon, c'est une perte d'énergie en fait, pour le cerveau. De faire attention à un truc dont il ne sait pas quoi faire, auquel il ne sait pas associer une action, c'est une perte, d'une certaine façon, c'est une perte de temps et d'énergie. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum, et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.